Nick Rayner, accusé de meurtre, supplie d'avoir accès à la fiducie créée par ses parents assassinés il y a des décennies. Rayner affirme avoir droit à plus d'1 million de dollars qu'il compte utiliser pour sa défense. Mais quelles sont vraiment les chances que cela arrive? Voici Scandale, présenté par Law and Crime. Je suis Thiago. Nick Reiner fait encore parler de lui, cette fois en suppliant prétendument d'avoir accès à une partie de son fonds en fiducie à hauteur de 1,5 million de dollars. Nick Reiner voudrait apparemment accéder à cet argent pour payer sa défense, car il est accusé du meurtre de ses parents, Rob et Michelle Reiner. Ce sont d'ailleurs ces mêmes personnes qui ont créé ce fonds en fiducie pour leur fils du milieu il y a 3 décennies. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Les mêmes personnes qui ont créé ce fonds en fiducie, ses propres parents, sont celles dont Nick Reiner est accusé d'avoir causé la mort. Nous suivons cette affaire depuis décembre, lorsque Rob et Michelle Reiner ont été retrouvés assassinés chez eux à Brentwood, Californie. Leur fils, Nick Reiner, 32 ans, a été arrêté peu après. Depuis lors, l'affaire a connu son lot de hauts et de bas. Nick était défendu par le ténor du barreau Alan Jackson avant que ce dernier ne se retire. À l'époque, il n'a pas donné de raison concrète, mais nous avons tous supposé que cela pouvait être lié à l'argent. Depuis, Nick Reiner est défendu par l'avocat commis d'office du comté de Los Angeles, mais il demande un changement. Il vient de déposer une requête pour accéder à son fonds en fiducie afin de payer sa défense. Ce dossier, obtenu par le Los Angeles Times, indique en partie, je cite, Nick aimait ses parents et il est dévasté par leur décès. Mais les faits concernant ce qui leur est arrivé ou non ne sont pas en cause dans ce litige sur la fiducie. Les avocats de la défense pénale de Nick présenteront ces faits dans l'affaire pénale. Cette requête n'exige ni n'invite ce tribunal à se prononcer à leur sujet. Comme toute personne accusée d'un crime, Nick est présumé innocent et il a le droit d'assurer sa défense avec les ressources qui lui appartiennent légalement. Selon les avocats de Nick au civil, cette fiducie a été créée il y a plus de 30 ans. Rob et Michelle Reiner ont établi une fiducie pour leurs 3 enfants, Jake, Romy et Nick. Selon l'équipe de Nick, ils demandent une fiducie plus petite qui ne fait pas partie de cette grande fiducie familiale. La requête précise, ces fiducies et l'intérêt de Nick ne sont pas en cause ici. Les conditions de la fiducie de Nick ne sont pas compliquées et elles ne prêtent pas à contestation raisonnable. Les parents de Nick ont laissé des instructions claires concernant le moment où les fonds de la fiducie devaient lui être remis. La moitié de la fiducie devait être versée directement à Nick lorsqu'il atteignait l'âge de 30 ans. Ils ont également précisé que lorsqu'il aurait 35 ans, il recevrait le reste des fonds de sa fiducie. Ces distributions sont obligatoires et inconditionnelles. Maintenant, l'équipe de Nick Reiner soutient que cette fiducie a été créée en 1993. Il était censé en recevoir une partie lorsqu'il a eu 30 ans, ce qui était avant même que le crime présumé ne se produise. Cet argent lui est dû. L'équipe de Nick désigne du doigt le fiduciaire de la fiducie, un homme du nom de Paul Cannon, un avocat. D'après le LA Times, Nick s'est vu refuser la fiducie à l'âge de 30 ans parce qu'il y avait des doutes sur sa capacité. À l'époque, le fiduciaire a exprimé des inquiétudes sur la santé mentale de Nick. Et cela a été un problème de longue date ici. Comme nous l'avons rapporté, Nick a mené un long combat contre la dépendance. En plus de cela, avant le décès de ses parents, il aurait été diagnostiqué schizophrène. Au moment de leur meurtre, il vivait en fait dans la maison d'amis de ses parents. Selon certains rapports, cela permettait à ses parents de mieux surveiller Nick pendant sa lutte contre la dépendance et ses problèmes de santé mentale. Mais selon les avocats de Nick au civil, l'état de santé mentale de Nick n'est pas pertinent ici. Ils soulignent qu'il n'a pas été jugé inapte à comparaître. En fait, la procédure continue d'avancer. Mais malgré tout, l'équipe de Nick affirme que l'argent du fonds en fiducie est, je cite, obligatoire et inconditionnel, quel que soit l'état de stabilité de Nick. Et comme son équipe l'a souligné, cet argent serait utilisé pour sa défense. Et cela nous amène à un peu de contexte. Nous avons mentionné Alan Jackson plus tôt dans l'épisode. Nick Reiner l'avait initialement engagé. À l'époque, des rapports disaient que ses frères et sœurs, Jake et Romy, avaient accepté de payer la défense. Mais ensuite, apparemment, la situation a changé et ils se sont retirés. Et à ce moment-là, Nick n'aurait pas eu assez d'argent pour financer Jackson et ils se sont séparés. Voici ce qu'Alan Jackson a déclaré à l'époque. Ce matin, j'ai dû me retirer en tant qu'avocat de Nick Reiner. Des circonstances indépendantes de notre volonté, mais plus important encore, des circonstances indépendantes de la volonté de Nick, ont fait qu'il nous est malheureusement impossible de continuer à représenter Nick.
Je suis légalement et éthiquement interdit d'expliquer toutes les raisons. Je sais que tout le monde se pose la question. Nous nous attendons à ce que l'avocat commis d'office prenne le relais. Il a déjà été nommé et il défendra très efficacement les intérêts de Nick Reiner alors qu'il poursuit son parcours dans le système. Mais soyez clairs, soyez vraiment clairs à ce sujet. Mon équipe et moi restons profondément engagés envers Nick Reiner et envers ses meilleurs intérêts. En fait, nous savons, nous ne sommes pas seulement convaincus. Nous savons que la procédure judiciaire révélera la vérité sur les circonstances entourant cette affaire. L'affaire de Nick. Beaucoup de choses ont été publiées ces 3 dernières semaines. Beaucoup de choses ont été publiées. Publiées sur Nick, publiées sur sa famille, publiées sur les circonstances. Les spéculations sont dans la presse. Le 15 décembre, tôt le matin, j'étais à New York à ce moment-là et j'ai reçu un appel. Mon équipe et moi avons tout abandonné. Et pendant les 3 dernières semaines, nous avons littéralement consacré chaque heure de veille à protéger Nick et ses intérêts. Nous avons enquêté sur cette affaire de fond en comble, de A à Z. Ce que nous avons appris. Et vous pouvez en être sûr. Conformément aux lois de cet État, conformément à la loi en Californie, Nick Reiner n'est pas coupable de meurtre. Imprimez-le. Imprimez-le. Nous lui souhaitons sincèrement le meilleur pour la suite. Et c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. D'accord, faites-en ce que vous voulez, mais il est logique que Nick Reiner veuille cet argent pour une future défense, que ce soit Alan Jackson ou quelqu'un d'autre. Mais cela soulève également la question de l'article 250 du Code des successions de Californie, communément appelé la Slayer Statute. Il est écrit qu'une personne qui tue délibérément et criminellement le défunt n'a droit à aucun des éléments suivants. Aucun bien, intérêt ou avantage en vertu du testament du défunt ou d'une fiducie créée par ou pour le bénéfice du défunt ou dans laquelle le défunt a un intérêt, y compris tout pouvoir général ou spécial de disposition conféré par le testament ou la fiducie à la personne coupable, ainsi que toute nomination de cette personne comme exécuteur testamentaire, fiduciaire, tuteur, curateur ou dépositaire faite par le testament ou la fiducie. Et nous en parlerons plus en détail lors de notre entretien, mais cela soulève la question. Nick Reiner est-il même éligible à cette fiducie compte tenu des crimes dont il est accusé? En même temps, il n'a été qu'accusé, pas condamné, ce qui signifie qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire et qu'il a le droit à une défense. Et il fait face à des accusations très graves ici. Je veux dire, 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré avec circonstances spéciales pour l'allégation selon laquelle il aurait utilisé un couteau lors du meurtre. Certains rapports affirmant qu'il aurait égorgé ses parents. Et d'ailleurs, Nick Reiner pourrait même risquer la peine de mort à cause de ces circonstances spéciales. C'est dire à quel point tout cela est grave. Maintenant, il a plaidé non coupable des accusations, mais les enquêteurs affirment qu'il a tué ses parents dans la nuit du 14 décembre 2025 après la fête de Noël annuelle de Conan O'Brien. Retrouvé dans leur manoir de Brentwood l'après-midi suivante, Nick a été arrêté quelques heures plus tard à Exposition Park. Selon des rapports comme celui de TMZ après les meurtres, Nick a pris une chambre dans un hôtel à Santa Monica et aurait laissé des draps et des serviettes ensanglantées dans la chambre d'hôtel avant d'être arrêté devant une station-service. Depuis, Reiner a été présenté devant le tribunal et a plaidé non coupable, mais l'avenir de sa défense reste incertain. Très bien, donc en résumé, Nick Reiner veut de l'argent, mais quelles sont réellement ses chances d'en obtenir? C'est l'une des questions que je dois poser à notre invitée spéciale d'aujourd'hui. C'est la conseillère juridique de Law and Crime, Elisabeth Vulaj, qui est chez Scandal depuis ses débuts. Merci d'être venue dans notre émission, Elisabeth. Ravie de te voir. Voici ce que je voudrais te demander. L'équipe de Nick Reiner a-t-elle présenté un argument solide pour qu'il reçoive une partie de son fonds en fiducie? Oui, tu sais, en me renseignant sur cette affaire, je pense qu'ils ont avancé tous les arguments que son équipe devait présenter. Tu sais, l'un des points qu'ils ont essayé de mettre en avant, c'est l'argument selon lequel il s'agit d'une fiducie irrévocable et que le fiduciaire n'a pas le pouvoir de simplement retenir les fonds. Il peut avoir l'autorité de superviser et de décider comment les fonds sont distribués, mais il ne peut pas les retenir complètement.
Ils ont souligné qu'il n'y avait aucun autre moyen pour lui de payer une défense adéquate. C'est une affaire tragique qui suscite de nombreuses opinions. Mais en tant qu'accusé, il a droit à une défense. Et tu sais, je pense qu'ils ont passé en revue tous les arguments qui pouvaient être avancés. Et aussi, l'une des choses intéressantes à noter, c'est que, tu sais, l'un des arguments qu'ils avancent concernant ce fonds fiduciaire, qui s'élève à 1,5 million, c'est qu'il était censé, soi-disant, en recevoir au moins la moitié quand il a eu 30 ans il y a quelques années. Il a 32 ans et il est censé recevoir le reste quand il aura 35 ans. Donc, l'un des arguments qui me semble être l'un des plus solides, c'est de dire que ce fonds aurait dû lui être versé même avant que ces meurtres présumés n'aient eu lieu. Je voulais aussi t'interroger là-dessus, Elisabeth, car il a 32 ans maintenant, comme tu l'as dit, et il devait toucher 50% du fonds en fiducie à ses 30 ans. Je ne sais pas vraiment pourquoi il n'a pas reçu la somme qu'il aurait dû recevoir à ce moment-là, mais je me pose la question. Comme tu l'as dit, l'argument principal est qu'à ce moment-là, ses parents n'étaient pas encore morts. Il est accusé, mais reste présumé innocent. Penses-tu que cela influencera vraiment la décision du juge? Au moment où il devait recevoir l'argent, le crime n'avait même pas eu lieu. Je pense que oui. Et l'une des raisons qui a été évoquée dans les reportages, c'est que le fiduciaire, donc l'avocat qui supervisait la fiducie, avait des inquiétudes concernant l'état mental dans lequel il se trouvait. C'est devenu public, il a eu des problèmes de santé mentale. Apparemment, il a été diagnostiqué comme étant schizophrène. Donc, l'une des préoccupations du fiduciaire était, si nous lui versons la moitié de cette énorme somme d'argent, sera-t-il suffisamment compétent pour savoir comment la dépenser et où la dépenser? La question est désormais de savoir si le juge réalisera qu'il va utiliser cet argent pour sa défense juridique. Vous savez, donc je pense que cela fait aussi partie de la complication, c'est que le juge est pleinement conscient de à quoi il va consacrer cet argent, à savoir sa défense juridique. Et aussi, vous savez, il y a eu des rapports selon lesquels il pouvait acheter des articles de première nécessité en prison qu'il ne peut plus se permettre maintenant. Et vous savez, je pense que lorsqu'il s'agit de pouvoir recevoir un héritage pour payer sa défense, cela déclenche toutes sortes de règles et, vous savez, de problèmes dont nous avons parlé, que ce soit la règle du tueur ou les lois du fils de Sam. Je pense que c'est là que le problème avec le juge va commencer. D'accord. Parlons de la loi ou du statut du tueur, peu importe son nom en Californie. C'est intéressant, nous en avons discuté dans notre épisode d'aujourd'hui. Mais essentiellement, si vous êtes reconnu coupable d'un meurtre, disons, de vos parents, vous n'auriez pas droit à leur héritage. Cela ne se produirait tout simplement pas. Ce n'est pas autorisé. Mais alors, est-ce important qu'il n'ait pas encore été condamné? C'est la base de notre justice. Il est accusé, mais reste innocent tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Il souhaite utiliser ce fonds en fiducie de ses parents pour sa défense. Mais cela se complique-t-il s'il est accusé de les avoir tués? Comment cette loi s'applique-t-elle alors? Oui, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que compliqué est le mot parfait pour décrire la situation. Donc, la loi du Slayer Statute dit essentiellement ceci. Vous savez, si on a déterminé que vous avez, de façon criminelle et intentionnelle, ce sont les mots classiques utilisés, tuer quelqu'un de façon criminelle et intentionnelle, vous ne pouvez alors pas prétendre à un héritage de ces victimes ou demander des avantages provenant de la succession de la victime. Donc, évidemment, ici, cela s'appliquerait s'il est prouvé qu'il a intentionnellement tué ses parents, alors il y aurait logiquement un blocage pour qu'il puisse obtenir l'héritage. Le problème est qu'aucune décision n'a établi qu'il l'a fait. Ainsi, la règle qui empêche un meurtrier d'hériter s'applique souvent après une condamnation pénale. Donc, si quelqu'un a été déclaré coupable dans un tribunal pénal au-delà de tout doute raisonnable après un procès, ou, de façon intéressante, un tribunal des successions peut aussi prendre cette décision. C'est une norme moins stricte basée sur la prépondérance des preuves. Ainsi, un tribunal des successions peut décider si quelqu'un a tué une personne de manière criminelle ou intentionnelle. Et ce que j'ai découvert dans mes recherches, ce qui était vraiment intéressant, c'est que même si quelqu'un est acquitté dans un tribunal pénal, le tribunal des successions a toujours la capacité de prendre cette décision. Ici, c'est délicat car ils ne peuvent pas décider de son droit à l'héritage tant qu'il n'a pas été déclaré coupable ou innocent. Souvent, les tribunaux des successions peuvent décider avant un procès pénal, mais ils hésitent généralement pour ne pas interférer avec l'affaire pénale. Donc, c'est vraiment intéressant en termes de timing à ce sujet. Wow, c'est fou que tu puisses être acquitté, mais que le tribunal des successions dise quand même non, tu ne l'auras pas. J'imagine que tout dépend du timing, non? Parce que dans la requête, l'équipe de Nick Reiner affirme que le temps compte. Nous devons préparer une défense et avons besoin de fonds pour cela. Donc, tu as dit qu'un tribunal des successions hésite parfois à se prononcer là-dessus à l'avance.
Penses-tu qu'ils ressentent la pression d'avancer pour que l'équipe de Nick Rainer utilise l'argent? Qu'en penses-tu? Il pourrait peut-être. Je pense qu'il va y avoir un sentiment fort de la part du tribunal des successions ou du juge parce que, tu sais, il a été accusé d'avoir tué ses parents. Et encore une fois, la principale raison pour laquelle il veut pouvoir accéder à ce fonds, c'est pour payer sa défense. Je pense vraiment que l'argument le plus fort, comme mentionné, c'est qu'il avait droit à la moitié de cela avant que ces actes ne se produisent. Je pense qu'on pourrait voir une décision lui accordant la première moitié de l'argent, car la fiducie avait indiqué qu'il y avait droit à ses 30 ans avant les meurtres. Je pense que c'est possible. Je pourrais aussi imaginer qu'un juge décide simplement de geler tous les biens pour le moment. C'est difficile car il reste un accusé et a droit à une défense. Actuellement, il bénéficie d'un avocat commis d'office, donc gratuit. Mais vous savez, je pense qu'il y a des arguments qu'il pourrait avancer, à savoir qu'il a le droit de pouvoir se défendre. Vous savez, il veut avoir l'argent pour pouvoir engager un avocat privé de son choix. Et comme une partie de cet argent était disponible avant que ces meurtres n'aient lieu, vous savez, son équipe essaie de faire valoir qu'il devrait y avoir droit. Je pense qu'il est probable qu'il n'obtienne que la moitié de cette somme ou qu'un juge gèlera les avoirs et qu'il devra continuer avec un avocat commis d'office. Mais les lois protègent vraiment les accusés et leur droit à engager un avocat et à bénéficier d'une défense. Donc je pense aussi que nous verrons qu'un juge ne voudra pas prendre le risque d'être désavoué ou d'être considéré comme ayant retiré à l'accusé son droit constitutionnel à une défense. C'est la transition idéale pour évoquer Alan Jackson dans cette affaire. Parce que si quelqu'un a suivi cette affaire, vous savez qu'à l'origine, Nick Rainer était représenté par Alan Jackson, qui, bien sûr, pour tous les fans de Law on Crime Court TV, a représenté Kevin Spacey et, vous savez, il a été acquitté de tous les chefs d'accusation. Il a représenté Karen Reed ici dans le Massachusetts. Elle aussi a été acquittée des chefs d'accusation. Donc, Alan Jackson est vraiment un poids lourd, vous savez, dans n'importe quelle équipe de défense. Nick Rainer l'embauche, tout va bien jusqu'à ce qu'il semble ne pas avoir l'argent pour payer Alan Jackson et qu'il est maintenant un avocat commis d'office. Supposons qu'il obtienne cet argent. Je veux dire, pensez-vous que ça pourrait vraiment aider sa défense d'avoir quelqu'un comme Alan Jackson? Oui, je le pense. Vous savez, Alan Jackson est un avocat très réputé. Il a dû se retirer de l'affaire assez tôt et les raisons n'étaient pas claires à l'époque. Donc maintenant que plus d'informations sont révélées, je pense que beaucoup de gens supposent que c'est parce que Nick Rainer ne pouvait pas se le permettre. Avoir quelqu'un avec un tel parcours est optimal pour un accusé comme celui-ci. Je pense que c'est une affaire vraiment difficile, étant donné l'historique de Nick Rainer concernant, vous savez, la maladie mentale et vous savez, les actes antérieurs qui se sont produits dans leur famille auparavant. Vous savez aussi la façon tragique dont ses parents ont été tués chez eux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de faits et de preuves jusqu'à présent qui semblent aller à l'encontre de Nick Rainer. Donc, pouvoir avoir un avocat comme Alan Jackson, qui a, vous savez, l'expérience d'obtenir l'acquittement de ses clients et un tel palmarès, c'est quelqu'un dont on a toujours besoin dans une affaire comme celle-ci, où les faits sont aussi sordides. L'élément supplémentaire, ce sont ses parents et le sentiment public entourant tout cela. Il y a toujours une forte réaction publique dans une affaire de meurtre. Mais quand cela implique, vous savez, des membres de la famille, c'est quelque chose que nous couvrons tout le temps ici sur Long Crime. Mais quand un enfant est accusé d'avoir tué ses parents, le sentiment public est encore plus fort. Je pense donc qu'il veut vraiment l'avoir de son côté. Je suis certaine que son avocat commis d'office est compétent. Il y a d'excellents avocats commis d'office en Californie et ailleurs dans le pays. Mais pouvoir engager, vous savez, un avocat de son choix et un avocat privé qui a ce genre d'expérience, je pense que c'est logique qu'ils essaient de poursuivre cette voie. Comme vous l'avez dit, les faits contre lui sont vraiment accablants. Et encore une fois, à ce stade, la plupart des informations que nous avons proviennent du parquet ou des enquêteurs qui travaillent avec le parquet. Donc, nous ne savons pas forcément ce que la défense a dans sa manche. Mais d'après les faits que nous connaissons, ça semble vraiment difficile. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je me souviens t'avoir envoyé un message juste après que cela soit arrivé. Et on était là. Rob Reiner, quoi. Mon Dieu. Tu ajoutes que c'est une personne très aimée, dont la femme a été tuée chez eux, apparemment par leur enfant, et la façon dont cela s'est passé. Je crois que tu as même dit macabre. Je veux dire, les faits de l'affaire sont vraiment difficiles. Donc, je comprends qu'il veuille avoir, tu sais, un avocat de premier ordre pour l'aider dans son affaire. Et ça m'amène justement à ma prochaine question. C'est un peu hors sujet, mais je me demande quel type de défense Nick Rainer pourrait présenter, vu que tu as déjà mentionné ses problèmes de santé mentale. Le fiduciaire avait évoqué cela quand il avait 30
ans pour ne pas lui donner l'argent, soi-disant. Quelle défense pourrait-il avancer? Penses-tu que ce soit lié à la santé mentale? Qu'en dis-tu? Oui, c'est une bonne question. Donc, je pense que s'il avait choisi de plaider coupable, alors, tu sais, ils auraient absolument évoqué sa santé mentale. On a vu des cas où un accusé plaide coupable, puis invoque la folie ou l'irresponsabilité, cherchant à requalifier l'acte en homicide involontaire plutôt qu'en meurtre, ce qui réduit la peine. Donc, je pense que ça pourrait être une possibilité. Puisqu'il plaide non coupable, je pense que, comme dans beaucoup d'affaires criminelles, les avocats diront où sont les preuves, où est la vidéo de la caméra de surveillance montrant qu'il a fait ça, quel témoin était présent dans la maison. Vous savez quel type de preuve ADN le relie au crime? Vous savez, je pense qu'on voit dans beaucoup d'affaires, évidemment O.J. étant l'exemple principal auquel on revient toujours, où beaucoup de gens sous les projecteurs font le lien entre le prévenu présumé et les actes qui ont eu lieu. Beaucoup de preuves sont jugées évidentes par les gens, mais l'avocat de la défense doit montrer les failles. Et on ne peut pas vraiment dire s'il était là à ce moment-là, quel témoin était présent, ce que disent précisément les preuves ADN. Je pense que s'il y a un changement de plaidoyer vers la culpabilité, ils vont sûrement insister sur l'aspect santé mentale. Mais s'il plaide non coupable et maintient ce choix, je pense que beaucoup d'avocats de la défense chercheront des failles dans toutes les preuves présentées. Et on a aussi vu un peu cela dans la requête pour qu'ils puissent accéder au fond du trust. Vous savez, l'un des arguments qu'ils essayent d'avancer, c'est qu'il n'a pas été déclaré incompétent par un juge. Aucune décision n'a été prise par un jury ou un juge sur sa santé mentale. Donc, il me semble qu'ils essaient d'écarter autant que possible pour l'instant les questions et aspects liés à la santé mentale. D'accord, Elisabeth, je pense que tu as tout à fait raison à ce sujet parce qu'au début, je pensais que la santé mentale, c'était la seule option qu'ils avaient. Mais vu le dossier et ce qu'on a vu récemment, je ne sais pas si c'était vraiment leur intention. Et je suppose que quelque chose dont nous avons parlé au début de cette affaire, ce sont les frères et sœurs. Parce qu'il faut se rappeler que Nick Reiner, qui est accusé d'avoir tué ses parents, il a 2 autres frères et sœurs, un frère et une sœur, et le frère s'est exprimé publiquement à ce sujet. La sœur aurait découvert ses parents. Je veux dire, c'est vraiment une situation tragique dans l'ensemble. Et je me demande s'ils ont leur mot à dire dans tout ça. Le simple fait que le fiduciaire soit celui qui va en quelque sorte déterminer, du moins pour l'instant jusqu'à ce qu'un juge intervienne, si Nick Reiner peut toucher les fonds de la fiducie. Mais je me demande si les frères et sœurs disent « Hey, nous ne voulons pas qu'il ait cet argent. Nous ne voulons pas qu'il ait la fiducie pour l'instant. » Est-ce que leur avis compte vraiment? Oui, c'est une excellente question. Donc, je ne pense pas vraiment que cela compte beaucoup. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que les parents ont créé des fiducies séparées pour chacun des enfants. Nick, comme les autres enfants, avait une fiducie, toutes étant distinctes. Si c'était une fiducie commune où tous les enfants avaient droit à une somme ensemble, ils auraient sans doute plus leur mot à dire. Le problème, selon moi, était que c'était une fiducie distincte créée pour lui avec des paramètres d'âge. Donc, je ne pense pas que légalement, et en termes de décision par un juge ou le tribunal des successions, cela aura beaucoup de poids. Je suis sûre que, évidemment, le sentiment du public, parce qu'on dit toujours qu'il y a 2 tribunaux, le tribunal de l'opinion publique et le tribunal légal. Donc, je pense que le tribunal de l'opinion publique, vous savez, leur avis compte évidemment beaucoup. Je sais qu'il y a eu des rapports disant qu'ils auraient aidé à financer sa défense au début, mais cela se serait estompé ensuite. Donc, vous savez, les frères et sœurs sont impliqués ici, mais quant à savoir si, selon eux, il devrait avoir droit à ce fonds en fiducie pour sa défense ou non, je ne pense pas que leur avis aura beaucoup de poids, simplement parce que, encore une fois, c'est une fiducie complètement distincte créée uniquement pour lui. Vous avez raison, il y a le tribunal de l'opinion publique, puis celui de la justice. Quand je pense à cette affaire, je pense aux frères et sœurs. Parce que, je veux dire, ma sœur et moi, je pense que si elle était accusée de la mort de nos parents, nous serions censés faire notre deuil ensemble de cette perte. Et puis, cela crée un tout autre niveau de dépravation dans cette histoire. Et encore une fois, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il est simplement, vous savez, accusé de ces faits. Je suis certaine que cela affecte psychologiquement les frères et sœurs. Cela m'amène à ma question suivante. Nous avons évoqué la règle qui empêche un meurtrier d'hériter, mais il existe aussi les lois dites Son of Sam dans ce domaine. Parce qu'auparavant, j'avais rapporté que Nick Reiner, il y avait des informations selon lesquelles, depuis sa cellule, il voulait écrire un livre révélateur. On pense qu'il voulait récolter des fonds pour sa défense. Mais je me demande si cela serait permis, car selon les lois Son of Sam, on ne peut pas profiter d'un crime pour lequel on a été condamné. Or, il n'a pas encore été condamné. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu peux me dire sur les lois Son of Sam?
Oui, excellente question. Elle revient souvent ici à Law and Crime car on couvre beaucoup ce type d'affaires. Et tu sais, quand des accusés participent, que ce soit pour produire un film, une série documentaire ou un livre, c'est là que les lois Son of Sam entrent en jeu. Donc, il y a environ 40 États à travers l'Amérique qui ont des lois Son of Sam. Et en gros, ce qu'elles sont, et cela varie selon les États, mais c'est soit une interdiction empêchant les accusés de pouvoir, tu sais, participer ou, tu sais, de tout gérer eux-mêmes, écrire des livres, des films, des docu-séries basées sur leur vie et surtout sur le crime pour lequel ils ont été condamnés. En Californie, c'est intéressant car en 2002, les lois Son of Sam ont été annulées car jugées trop larges. Donc maintenant, apparemment, ce qui se passe dans cet État depuis un certain temps, c'est que les accusés ne sont pas complètement interdits d'écrire des livres ou des films ou, vous savez, des choses liées à leurs crimes. Il y a eu une extension concernant les membres de la famille de la victime et leur possibilité de poursuivre en justice. En Californie, les familles des victimes ont 10 ans après la libération conditionnelle d'un accusé pour engager une action en justice et récupérer une part de ses profits. Donc, vous savez, un accusé peut écrire un livre, travailler sur un film ou sur n'importe quel projet en Californie, mais son droit de conserver les bénéfices de cela est vraiment, vraiment limité. Les familles disposent d'une longue période pour tenter de récupérer ces revenus. Ils pourraient essayer de le faire. Beaucoup d'accusés, vous savez, qui ont été accusés de certains de ces crimes et de crimes similaires, le font vraiment. Et surtout ici, je pense qu'il y a de fortes chances que cela se produise parce que cela implique des personnes à Hollywood. Il y a énormément d'attention du public sur ce genre d'affaires. Donc, je ne serais pas surprise si quelque chose comme ça arrivait, mais sa capacité à conserver les bénéfices en serait vraiment, vraiment limitée. Je suis sûre que les frères et sœurs, ainsi que d'autres membres de la famille, pourraient avoir des sentiments très forts à ce sujet. Cette affaire est très complexe car je pense que si elle avait eu lieu au centre des États-Unis, par exemple dans mon État, le Wisconsin, si cela s'était passé dans le Wisconsin et que le fils était accusé du meurtre de ses parents, nous en parlerions sur Law and Crime. Je pense que le fait que ce soit Rob Reiner apporte quelque chose et avant cela, ils étaient à la fête de Noël de Conan O'Brien où Jane Fonda était apparemment présente. Et Bill Hader, je veux dire, le fait qu'il y ait toutes ces célébrités fait que tout le monde veut en savoir plus, simplement parce que nous sommes généralement fascinés par les célébrités. Donc, cette affaire en général est vraiment folle. Et pour conclure, Elisabeth, qu'en penses-tu? Penses-tu qu'un juge statuera pour Nick Rainer et lui accordera une part de ce fonds placé dans un trust? Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il obtienne gain de cause, qu'un juge puisse décider qu'il a droit à au moins la moitié parce que, encore une fois, cela a été déclenché avant que ces actions n'aient lieu. Donc, je pourrais voir un juge dire, d'accord, tu as droit à la première moitié parce que l'autre moitié, encore une fois, il n'est pas censé la recevoir avant d'avoir 35 ans et ses avocats avancent l'argument que c'est une fiducie irrévocable. Le fiduciaire ne devrait pas avoir une totale liberté sur la distribution des fonds. Donc, je pourrais voir un juge dire, d'accord, tu as droit à la première moitié de ce fonds ou bien mettre complètement un gel dessus et le faire continuer avec l'avocat commis d'office. Je penche un peu en faveur de la première option parce que, encore une fois, le droit d'un prévenu à une défense et à pouvoir engager l'avocat de son choix est un droit vraiment important. Les juges ne veulent pas être désavoués à ce sujet. Je penche plutôt pour la première option, mais je ne serais pas surprise si un juge disait « Vous avez un avocat commis d'office, vous avez droit à une défense. Nous gelons les avoirs et le procès va avoir lieu. Ce sera donc l'une des deux options. Je ne pense pas qu'il puisse obtenir tout l'argent. » Oui, je suis d'accord. Il pourrait recevoir une partie, ce qui l'aiderait à se défendre. Comme tu l'as dit, c'est son droit en tant qu'Américain. Je suis curieuse de voir sa défense. Merci, Elisabeth Boulet, d'avoir décrypté cette affaire compliquée sur Scandale avec nous. Merci pour l'invitation, Sierra. Toujours un plaisir. Et c'est là que l'épisode d'aujourd'hui de Scandale nous laisse pour l'instant. Si ce que vous avez vu vous a plu et que vous voulez en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre hôte, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine fois.